Alors, le 16e chapitre, il veut prouver que c'est impossible de dire que la création de l'intellect soit aléatoire, mais que c'est consubstantiel, bien au contraire, à la réalité de l'homme dès qu'il a été créé. Alors, on est à la page Nunbet de l'édition classique. Et on était à ce point extrêmement riche en haut. Mi plaisait nitna à Torah bamidbar. Ah, c'est vrai. Voilà. Parce que bon, le Maharal, c'est souvent comme ça. Il nous bassine avec des trucs bon, un peu abstraits. Et tout d'un coup, sans crier gare, paf, il nous sort un truc. Alors, je reprends peut-être quelques lignes plus haut. Cinquième ligne avant la fin de la page Nunalef. Vechen, donc chapitre 16. Vechen natan la Torah el aklal beyachad. Il a donné la Torah à l'ensemble, à la collectivité. Et la Torah est la complétude globale, sans surplus et sans manque. Le car Yefshar Lomarak Ashlama Achat Sheesh El Aklal. C'est pour ça qu'on ne peut parler que d'une complétude une à l'ensemble. Qui dit Torah Achat, une Torah. Mais d'avarze Ashlamat Amin. Et c'est la complétude de l'espèce. Alors ici, il dit, c'est pas seulement du peuple juif, mais c'est la complétude de l'espèce, c'est-à-dire de l'espèce humaine. Ad Sheye Akol Shavé, par rapport à laquelle tout le monde est au même niveau. Kedirti Torah Achat Ye Lachem, une seule Torah sera pour vous. Le verset parle de quelqu'un se convertit, c'est un Auvergnat, c'est un Bourguignon, c'est un Breton, voilà, qui a des chapeaux ronds et tout, voilà, et il devient juif, et ben il a la même loi pour tous. Le Torah Achat Yelachem, c'est dans le contexte des Guérim que le verset parle. C'est ce que Rambam, dans le troisième chapitre des halachot relatives à Talmud Torah, il dit qu'il y a 3 ktarim dans le peuple juif. Il y a Keter Malchut, Keter Keuna et Keter Torah. On voit ça dans Pirkei Avot, hein, n'est-ce pas? C'est les gens pieux qui lisent Pirkei Avot, là. Hein, bon. Alors, il y a 3 couronnes. Il y a la couronne de la royauté, la couronne de la prêtrise et la couronne de la Torah. Et la couronne de la Torah est supérieure à la couronne de la royauté, couronne de la prêtrise. La couronne de la prêtrise, c'est David et sa descendance qui en a été couronnée. Pardon, je me suis trompé, de la royauté, pardon. Oui, de la royauté, pardon. La royauté. De la prêtrise, c'est Aaron et sa descendance. Et la couronne de la Torah, tout celui qui veut se couronner de cette couronne, c'est disponible. Là-dessus, Rambam dit
Est-ce à dire que c'est d'un moindre niveau? Bien au contraire, le verset dit Bim lachim imlochu. C'est dans moi, la Torah, que les rois peuvent régner. Donc, bien au contraire, c'est la source des autres couronnes. Donc, c'est la couronne supérieure. Mais qui n'est pas typée. Elle n'est pas typée. Elle n'est pas. Il n'y a pas, nous les séfarades, nous avons une Torah séfarade. Ou alors, nous les Polonais, nous avons une Torah polonaise, que sais-je. C'est. Non, mais moi, je fais le haut-parleur. Tu vois, on a mis des baffles. Je suis les baffles du Maharal. Ouais, une paire de baffles. Je suis la baffle du Maharal. Et le Maharal, je mets les baffles. Tu vois? Donc, je ne fais que écouter ce qu'il dit. Il dit la Torah, il dit il y a une égalité par rapport à la Torah. C'est pourquoi la Torah a été donnée dans le désert. C'est un endroit abandonné, non propriété de quelqu'un ou voilà. Bien que nous savons qu'il y a la guerre du Polisario. Non, c'est pas terminé. Ah, c'est pas terminé. La guerre du Polisario, c'est pas terminé. Ah, tu connais la guerre du Polisario? Oui, bon, il n'y a pas de Marocains là. Il n'y a pas de Marocains, personne ne se sent concerné. La guerre du Polisario, il ne sait même pas qu'est-ce que c'est. Ah là 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 là. Antoine, il n'y a pas un peu du Marocain à l'horizon chez toi là? Un peu, c'est dans le Sahara, non? Voilà, c'est ça. Dans le sud du Maroc, en plein Sahara, il y a une guerre depuis des dizaines d'années. Ils revendiquent quelques dunes et il y a tout le temps il y a des morts. Hein, voilà. Donc même, disons, le désert n'est pas non convoité. Bon, mais en tout cas, le concept de désert est Efker. N'appartient à personne. D'ailleurs, c'est pour ça que Moïse allait avec son troupeau dans le désert. Shumakom Efker, c'était à Torah Ashlamat Min Enoshim Beklal. Mais regardez, ici, c'est très très important au niveau existentiel. C'est que la Torah, quelqu'un, il veut se brancher à la Torah, il doit aller dans ce désert. Il doit quelque part être dans un non-cadre. Parce que si c'est cadré et si c'est typé, tu vois, par exemple, il y a les yeshivot lituaniennes, les yeshivot racites, il y a les yeshivot sionistes religieux, c'est typé. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas comment dire, ça ne veut pas dire que ça n'a pas sa légitimité, certes. Mais prenons par exemple le Chazon Ish, le monsieur Chazon Ish, celui qui a écrit là, tous les livres, là, tu vois, il n'y a même pas d'image. Il n'avait aucun poste officiel, il étudiait dans son coin avec un élève ou deux élèves, le Chazon Ish. Il n'avait aucun poste. Il gagnait sa vie, son épouse avait un petit boulot de quelque chose. Bon, c'est un numéro, hein, c'est un numéro, comment dire, ça ne peut pas être tellement un modèle, parce que c'est hors norme, c'est hors norme. Un hors norme ne peut pas être un modèle. Mais quelque part, on dit on dit on dit Moshe Kibel Torah Misinaï.
Il a reçu la Torah du Sinaï, ça veut dire d'un endroit qui s'appelle Sinaï. Je pourrais dire il a reçu la Torah de Dieu. Pourquoi la Mishnah dit Moshe a reçu la Torah du Sinaï? Quelque part, il s'est fait Sinaï pour recevoir la Torah. Donc là, moi, ce que j'entends, qu'il y a quelque part, tu vois, une Torah, je dirais, excusez-moi l'expression, identitaire, qui défend des valeurs juives, tu vois, c'est pas de la Torah. Le désert n'est ni juif ni pas juif. Si la Torah avait été reçue à Natania, ouais, bon, ça aurait été typé, tu vois. Ouais. Ou Ashdod, ouais, ça aurait été typé. Elle n'est pas typée, voilà, elle n'est pas typée. Tu vois, là, ça c'est du Maharal, voilà. Celle-là, ça c'est du Maharal. Souvent, je me demande comment ça se fait que comment de pas avoir cette capacité d'avoir telle notion, accepter, quelquefois accepter. Ouais. Surtout que lui, c'était un grand rabbin. Hein. C'était pas un bon, parce qu'on voit la vie du Maharal, c'était pas un long fleuve tranquille, mais disons, il avait une stature internationale en tant que personnalité. Mais, disons, arriver à dire ça, c'est parce que, quoi, par exemple, voilà, moi, monsieur, qu'est-ce que vous prenez? Un judaïsme, toi, on pourrait dire identitaire. Hein? On va rajouter quelque chose. Bon, on veut rajouter. Voilà. Quoi? Voilà. Voilà. On veut rajouter quelque chose. On veut rajouter quelque chose. Ouais. Voilà. Le mot judaïsme. Ouais. Ça crispe. Ouais, c'est particularité. Voilà. Et là, vous voyez ici, il faut se taper quand même des phrases et des phrases un peu abscons pour arriver à en yiddish, on dit au kfetch, au nœud. Là, il y a un nœud, quoi. Voilà. Nitna Torah bamidbar. C'est pourquoi la Torah était donnée dans un shumakom efker. J'étais à Torah ashlamat mina enoshi beklal. Regardez, c'est comme tu dis, Philippe, il faut réaliser que ça a été rédigé au XVIe siècle. C'est pour ça, la Torah a été donnée dans le désert. C'est un endroit qui appartient à personne. Pour que la Torah soit la complétude de l'espèce humaine dans sa généralité. Nous, Damien, allez, c'est pas parce qu'il est 9h40 qu'on s'endort, là. Allez, Jérémy, on dribble. Non, mais attends. La Torah était donnée dans le désert. Le désert, c'est un lieu qu'on ne peut pas décrire. Bon, ça, soit tu rajoutes. Hein, non, c'est juste ce que tu dis. Mais disons, essayons. La Torah est un peu, pour peut-être penser que la Torah est un peu à l'image de ce désert, c'est qu'elle appartient à tout le monde, elle appartient à tout le monde, et on ne peut pas la décrire. Il ne dit pas qu'elle appartient à tout le monde, mais elle n'est pas typée. Elle n'est pas typée. Là, les zoomers, là, Antoine, Lévy, debout les damnés de la terre. Le désert, il est pas. Nous sommes rien, soyons tout. C'est les généralités que j'ai du mal à comprendre. C'est le généralité que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi d'un coup on précise la complétude? Tout à l'heure, il a dit la complétude de l'humain, et là, de l'espèce humaine dans sa généralité, sa globalité. La Torah, quelque part, elle n'est pas typée. Elle peut nourrir un juif et un non-juif. Si c'est de la Torah. C'est pour ça que tout le monde peut s'y aller. Bah, on avait vu aussi avec Rambam ça. On avait vu ça aussi avec Rambam, qu'on définissait aussi un cadre pour les non-juifs, un cadre halachique.
Donc, ça voulait dire qu'ils avaient une Torah qui était aussi pour eux, avec une étude, même si c'est restreint, que c'est quelques mitzvot, etc. Mais c'est-à-dire la Torah, elle les concerne. Ils sont Oui, pas en mais dehors. là, il me semble que c'est plus. Même quand on étudie des choses techniques de Shabbat, de Baba Kama, Baba Messia, Baba Batra ou Mouxé, ouais, ça a un impact universel. En fait, on dit qu'il a proposé la Torah, elle était aussi disponible aux autres nations. Elle a été aussi proposée aux autres nations. Oui. Et d'ailleurs, alors voilà, regardez là, il faut. Le Maharal, disons, c'est une pensée, je dirais. Il y avait. Vous savez qui c'est Henri Atlan? Et philosophe aussi. Ouais, c'est surtout un médecin biologiste. Bon, maintenant, il est vieux, hein, il doit aller vers les 90 piges. Hein. Mais il a beaucoup. C'est un grand généticien, médecin, voilà. Et à côté de ça, il a beaucoup travaillé, pas le Talmud, mais plutôt le côté Midrash et Kabbalah. Il est assez opaque, fermé au Talmud. Bon. C'est un grand ami de mon maître Avabitbol, parce que ils étaient à l'école d'Orsay. Vous savez qu'est-ce que c'est l'école d'Orsay? Vous ne savez pas que c'est l'école d'Orsay, monsieur? L'école de Manitou. Ouais, l'école de Manitou, très bien. Alors, c'est quelque chose. Si vous voulez, je me permets de faire un peu du hors-piste, parce que c'est pas du hors-piste en vérité. Je pense que c'est tellement puissant ce qu'il dit. C'est tellement puissant que il faut mettre vraiment les haut-parleurs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les scouts juifs, les ZI, vous connaissez les ZI? Oui. Et on fait un maquis dans ils ont fait un maquis, je ne sais pas exactement l'endroit, c'est vers le Périgord. Voilà. Un maquis, mais avec les armes à la main. Hein. Bien. Et il y avait là-bas un monsieur qui s'appelle Jacob Gordin, qui était un Talmid Racham, un monsieur qui venait de Lituanie et qui avait beaucoup de Torah. Et là-bas, les ZI qui étaient clandestins, là-bas, cachés dans un endroit, ils faisaient des cours. Bien, c'était les scouts. Juste après la libération, alors, une partie très, très importante de la communauté juive française était décimée. Et ceux qui avaient survécu, ils étaient vidés, complètement vidés. Et Jacob Gordin et les responsables EI et quelqu'un qui venait d'Oran, Léon Ashkenazi, ils ont compris qu'il fallait reconstruire le judaïsme français. Construire ou reconstruire. Ils ont créé une école des cadres, des EI, pour régénérer, pour donner de l'espoir, pour se construire, etc. Et c'est comme ça qu'il y a eu l'école d'Orsay, ça veut dire c'était un genre d'internat où ils allaient à la fac à Paris et ils allaient faire dodo, passer le Shabbat là-bas, etc. Et c'est comme ça que dans toutes les années 50, des générations et des générations des promotions de jeunes ont découvert le judaïsme en vérité. Disons, moi, j'en connais plusieurs qui étaient orphelins de la Shoah, complètement, c'est-à-dire pas de papa, pas de maman. Mais ils savaient vaguement qu'ils étaient juifs.
Ils ont débarqué là-bas et ils ont découvert qu'est-ce que c'est le juif. Je donne un exemple, par exemple, Georgie Ancel, qui est orphelin de père et de mère de la Shoah, il a pas eu voilà. Ou alors, il y a mon ami Claude Albert, qui est décédé il y a 2 mois, 3 mois. Et ils n'avaient pas de papa, pas de maman, et ils sont allés là-bas, ils ont découvert qu'ils étaient juifs, quoi. Enfin, ils savaient qu'ils étaient juifs vaguement, quoi. Et ensuite, c'est devenu des gens complètement dans la Torah. Et aussi, après, il y a aussi Monsieur Frankel, André Frankel, c'était pareil. Et il y avait aussi des petits jeunes du Maroc qui étaient des EI du Maroc, dont mon maître, à l'époque, il ne s'appelait pas Eliaou Abilbol, il s'appelait Eli Abilbol. Il est allé là-bas et ils se sont construits, quoi, avec l'enseignement de Manitou. Et Henri Atlan, voilà, c'est Henri Atlan. Alors, et quand on lit, si vous avez déjà lu des écrits ou écouté des cours de Manitou, Un petit peu, des petites par-ci par-là, ouais. De lui. Ouais. Ça, alors, lui, il y a vraiment ça, c'est-à-dire cette dimension, on dirait que, je veux dire, c'est Atlan qui dit ça, c'est un peu un gros mot, que je dis, c'est un peu pédant, parce que ça fait un peu intello comme ça. C'est une pensée, excusez-moi l'expression, séminale. C'est ça. Tu vois, tu as une goutte tu as une phrase. Cette phrase, tu peux écrire un livre. C'est fou quand même. Tu as une phrase là, tu n'en as pas deux, tu as une phrase. Si tu veux, c'est. c'est pas plus triste. Comment? Ouais, mais d'accord, mais ça dépend qu'est-ce qu'on en fait aussi. Ouais. Mais c'est une phrase. Et ça, le Manitou, cette école d'Orsay, disons, Rav Abilbol, il l'a intégrée dans l'étude talmudique. Parce que Manitou n'était pas un talmudiste, c'était un midrash. Non, c'était lui. Mais tu vois bien, l'étude du Talmud, l'étude du Talmud, c'est les gens qui sont un peu intellos, ça réfléchit. Parce que ceux qui sont intellos, ils veulent comprendre. Dans l'étude du Talmud, il faut d'abord que tu comprennes que tu ne vas pas comprendre. Alors ça, c'est réfléchir. Alors, c'était pas un talmudiste. Un intello, il veut comprendre. Mais un talmudiste, il sait que c'est mal barré. Et c'est pour ça, Henri Atlan ou même Manitou, le Talmud, ça marche pas. Par contre, les Haggadot, voilà, la Haggadah, ça va, c'est bon. Je dirais, une des innovations de Rav Abilbol, une des innovations, et bon, que lui, il a appris ça aussi dans son maître Rav Wolbe, parce qu'il n'a pas eu que Manitou, après il est allé en Israël, il a appris avec Rav Wolbe, et que, c'est ce que dit le Maharal, que l'étude technique du Talmud, c'est le cœur de la spécificité de la pensée juive, le mode de pensée juif qui est le Talmud, construit quelque part l'humanité. Parce que les non-juifs, ils sont dans les idées. Le Talmud, ce n'est pas dans les idées. Le Midrash, oui. Le Midrash, oui. Le Chumash, tu vois. La Haggadah, c'est dans les idées. Mais que la Torah, la Matan Torah, et la construction de l'humanité, de la vitalité de pensée de l'humanité, ça c'est une grande innovation. Ce n'est pas une innovation théorique, c'est une innovation pratique.
En général, je parle indépendamment de toi, hein, ceux qui ont fait de la philo, bon, ils comprennent qu'il faut faire du Talmud. Mais à un moment, ils décrochent. Ça ne sert à rien. Mais il faut aller dans le désert. Voilà. Il faut aller une pensée qui n'est pas typée, qui est. Mais mais on le constate. Par exemple, nous, on a étudié beaucoup, on n'a pas terminé encore, sur Chazaka, des trucs comme ça. Mais dans le fond, c'est la modernité de la pensée. Mais bon, il faut être dedans complètement pour s'en rendre compte. Comme ça, apparemment, c'est un étouffe chrétien. Mais il faut être dedans pour. Ouais. C'est le désert, voilà, c'est ça ce qu'il dit. Maintenant, ce que tu as dit, c'est qu'effectivement, le Matan Torah, les nations, ils ont. Qui a dit ça? Qui? Ouais. Oui, la Torah a été proposée à toutes les nations. Voilà. Alors, j'ai vu un commentaire Shavuot dernier qui m'a, on en a déjà parlé ici, mais qui m'a bouleversé. Mais alors, un truc extraordinaire. Il y a un maître en Israël qui s'appelle Rav Itamar Schwartz. Lévi, t'as entendu parler? Non. Bon, c'est quelqu'un de très discret. Il a écrit des livres qui s'appellent Bilvavi, Mishkan et Bané. Toute une série de livres. Bilvavi, Mishkan et Bané. Et il a un site qui s'appelle Bilvavi, où il y a beaucoup de choses en hébreu, et aussi en anglais, pour ceux qui parlent anglais. Alors, Shavuot, il dit comme ça, c'est dans le sujet, hein. Mais comme c'est une phrase, mais cette phrase, si vous voulez, le problème, c'est que c'est une phrase. T'as lu une phrase, bon, on peut avancer. Non, moi, je ne veux pas. Je ne veux pas avancer. Shavuot, dans la prière, les Anshe Knesset Agdola, ils ont institué de dire Zman, Matan, Torah et c'est le moment du don de notre Torah. Zman, Matan, Torah Tenu. Le Shavuot, c'est le moment du don de notre Torah. Alors, il dit, il y a deux notions. Il y a Matan, Torah Tenu. Hein, tu te souviens, on en avait parlé. C'est-à-dire que Dieu veut donner la Torah. Or, la Torah, on dit, Istakel Boraita Bara Alma. Dieu a regardé la Torah et a créé le monde. La Torah, quelque part, c'est la structure interne de la création. Donc, il n'y a pas un élément qui n'a pas sa source dans la Torah. Donc la Torah, elle n'est pas que pour les juifs ou que pour les non-juifs. Elle est universelle. La Torah, elle est universelle. On a presque envie de dire qu'il n'y a pas de lien entre Israël et la Torah, si ce n'est qu'on a reçu la Torah. J'ai l'impression que c'est... Alors, oui, mais, il y a Israël qui ont accepté la Torah. Les nations ont refusé. Alors, entre parenthèses, les commentateurs disent, mais tu as bien des guérims. Ok, les nations ont refusé, mais il y en a peut-être qui, dans le fond, étaient pour. Donc, on dit aussi que tu as des juifs, ils ont accepté la Torah, peut-être pas tous. Et de la même manière.
que dans les nations, il y en a peut-être qui étaient OK, mais bon, ils étaient dans les nations. Mais peut-être au fil des générations, ça se met à jour et qu'ils trouvent leur place dans la Torah. Bon. Alors, mais s'ils ont refusé la Torah, comment est-ce possible qu'ils puissent exister, puisque leur existence est structurée sur la Torah? Comment c'est possible? Alors, il dit, Rav Itamar Schwartz, c'est les Juifs qui renient leur judaïsme qui, eux, vont nourrir les nations. Puisque eux, ils ne veulent pas la Torah. Donc, ils ne veulent pas une relation directe avec celui qui donne la Torah. Ils n'en veulent pas. Ils refusent. Mais ils ne peuvent pas exister sans la Torah. Donc, quelque part, c'est les Juifs qui refusent d'être Juifs. Prenons par exemple, bon, Jésus, je ne sais pas moi qui c'était, mais Paul de Tarse, lui, c'est lui qui a fait le schisme entre cette doctrine et le judaïsme originel. Mais lui, il a rompu avec le judaïsme. Il a rompu. Mais lui, quelque part, pendant des milliers d'années, c'est pas terminé, il a abreuvé quelque part les nations d'un sous-produit. Mahomet, quelque part, paraît-il, la thèse de mon ami Rav Brand, c'est que la mère de Mahomet serait juive. Bon, ça se discute. Mais oui ou non, il a été élevé, il a grandi dans une oasis où il y avait beaucoup de juifs, où il a appris avec des juifs. Il pensait que sa doctrine, elle serait aimée par les juifs. Les juifs, ça les a désintéressés complètement. Après, il est devenu anti-juif forcené. Forcené. Et d'accord, mais quelque part, il a transmis quelque chose dans les sources sont du judaïsme, puisque c'était des peuples qui étaient animistes, les peuples arabes du coin. Ils étaient païens, idolâtres, etc. etc. Le marxisme, c'est pareil. Marx, tu lis la question juive de Marx, vous êtes tapé ça là, dans votre jeunesse? Non. Le mec, il a un problème. Hein. Il a des gros problèmes. Et à part ça, lui et son gendre, puisqu'on peut dire comme ça, Jules Lafargue, tu as lu Le droit à la paresse? Non, le droit. Alors là, c'est un antisémitisme. Mais, non, les premiers communistes, les premiers cocos, les antisémites, mais forcenés. Une haine des juifs très, très, très puissant. Mais finalement, tu vois les lois, beaucoup de lois de la Torah, on dirait du marxisme. ou le contraire, tu vois, le marxisme, on dirait beaucoup de lois de la Torah. Mais c'est des sous-produits de la Torah. Et la psychanalyse, c'est pareil. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Et c'est pas terminé. Aujourd'hui, le féminisme, le woke et tout ça, c'est que des racines juives. L'histoire, le genre, hein, les trucs, c'est genré, machin. C'est une personne, c'est Judith Butler, c'est pas deux. C'est une feuge américaine, machin, Judith Butler. Voilà. Mais le féminisme, quelque part, c'est du judaïsme, parce que dans la Torah, la place de la femme, elle est centrale. Elle est énorme. Même les mecs, ils sont un peu... je ne sais pas où ils sont, quoi. Ça veut dire, le féminisme, quelque part, même si c'est insupportable, quelque part, c'est du judaïsme. Qui n'est pas dans la Torah, et qui est pas également.
Non, je ne sais pas, c'est l'antisémitisme. Il nourrit à sa manière. Comme ça, pour pouvoir, il faut être contre les Juifs pour pouvoir nourrir. Pas, il fait de l'antisémitisme. Voilà. C'est pas l'antisémitisme, c'est le Il alimente sa pensée. il alimente, voilà, il alimente. Et il nourrit. C'est du pain de oui. Il est nourri. Voilà. Disons, moi je ne m'y connais pas, mais si tu veux faire, ça se fait encore là, quelqu'un veut faire une thèse sur Lévinas, ça va passer, non? C'est bien, hein, c'est bien vu. Lévinas, c'est bien. Hein. Ouais, tu fais une thèse sur le Talmud, ça ne va pas passer. Mais sur Lévinas, c'est bien. Hein, pourtant, Lévinas, lui, c'est vraiment un bon juif. Un juif, comment dire, un bon juif, excusez-moi l'expression, mais disons un juif du cru, quoi. Voilà. Il a, comment dire, des enfants et des petits-enfants et des arrière-petits-enfants qui sont complètement dans la Torah, hein, Lévinas. Bon, on y va. Mais concrètement, au niveau du quotidien, quelqu'un. C'est à comprendre quand même. On a du mal à se voir que la Torah, ce n'est pas un particularisme. Ah, voilà. C'est très dur à faire. Ah, voilà. C'est ça. Franchement, voilà. On a l'impression que les nations, elles ont leur truc et les Juifs, ils ont la Torah. Voilà. Et... Tu vois, là, comme c'est le Maharal, c'est subversif. C'est subversif par rapport aux Juifs. Hein. Tu dis ça dans une synode, tu te fais lapider. Hein. Tu dis ça en Rémurgé. Moi, je les adore, les mecs en Rémurgé. Je les adore, mais tu leur dis, attention, la Torah, elle ne concerne pas que les Juifs. Ils ne comprennent pas. C'est même pas de quoi tu parles. C'est même pas de quoi tu parles. Est-ce qu'on peut dire que c'est les Juifs qui se sont appropriés? Vous avez un jour qui a choisi en fait de leur donner, qui a proposé aux autres nations mais qu'ils ont refusé. Est-ce que c'est nous qui avons travaillé, justement, les Israël ont prise, ils ont travaillé, c'est pas pour cesser une propriété de la Torah? Ce n'est pas la propriété. C'est pas la propriété. C'est pas la propriété. On est, si tu veux, les interlocuteurs numéro 1, mais on n'a pas l'exclusivité. Oui, donc est-ce qu'au fil des temps, on s'est approprié, justement? On l'a travaillé, justement, on a travaillé la Torah, on se l'est transmise. Est-ce que justement, on appelle l'exclusivité, et elle peut être à tous ceux qui veulent la prendre, mais ça fait partie, enfin, on n'avait pas aimé les mots tout à l'heure, mais du judaïsme, ça veut dire que c'est. Hein? C'est rentré. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je reprends la remarque de Jérémie. Donc, tu demandes, Jérémie, est-ce que au fil des temps, finalement, la Torah, on ne se l'est pas appropriée et que finalement, ça fait partie, quelque part, excusez-moi l'expression, du judaïsme. Hein? Alors, il me semble que quelque part, tu limites la Torah. Tu la limites. Et c'est ça, tu la limites. C'est sûr qu'il faut se l'approprier. Il faut se l'approprier avec ce qu'on est, avec nos particularismes, mais il faut donner la place à l'intérieur de ça, à ce que ça ne soit pas limité. C'est ça le truc, c'est nous, on est des êtres limités, hein, on est des êtres limités,
On a les parents qu'on a, on a les habitudes qu'on a, voilà, on est fonction de ça. Hein. On a nos limites, nos particularismes. C'est comme ça que, par exemple, prenons par exemple par rapport aux enfants, c'est extrêmement important d'avoir une transmission précise, de savoir avoir une identité forte. Je sais pas, par exemple, voilà, des habitudes tunisiennes ou des habitudes polonaises ou avec des plats. Les enfants, ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'attendre que, voilà, tout le monde même attend. Ça fait, c'est vital même, et que de savoir qu'on va dans une synagogue qui a un noussar, qui a un noussar précis, qu'on ne s'embrouille pas. Donc ça, c'est quelque chose de vital. Mais à l'intérieur de ça, il faut donner vivant que ce n'est pas limité. C'est spécial. Sinon, on limite la Torah. On limite la Torah. Mais c'est vital d'avoir un. Moi, je vois, moi personnellement, ça ne me dérange pas d'aller dans un minyan ashkenaz ou séfarade. Moi, ça ne me dérange pas. Mais je vois pour mes enfants, c'est pour eux, avoir une identité ashkenaz affirmée, c'est vital. C'est un exemple. Hein. Pour eux, c'est vital. Donc, je vais dans une choule ashkenaz. Parce que je sais que c'est pour eux, sinon, ils n'y comprennent rien. Ils ne savent pas où on est. Voilà. On fait que c'est viable. Voilà. On fait que c'est viable. Voilà. Mais toi, par exemple. C'est parce que comme ce n'est pas limité, la Torah n'est pas limitée, nous, on est limité. On habite d'une manière colorée, identitaire. Du coup, pour passer à l'illimité, toi, par exemple, il y a en Israël. Tu n'as pas en Israël. Lévi, est-ce que tu as des contacts avec des gens à Bnei Brak? Non, je ne connais personne à Bnei Brak. Enfin, je connais une personne, mais je ne vais pas parler depuis 10 ans. Bon, mais bon, nous, disons, les Isaac, on est très attachés à Bnei Brak. Là-bas, c'est vraiment le particulariste. Tout le monde, ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. C'est le lieu. Tu étais à Bnei Brak? Non? C'est vraiment, tu as une ville qui est grosse. Hein, c'est une ville, je sais pas, aujourd'hui, tu as 250 000 habitants. C'est pas un village. Hein. Pour moi, il y a 40 ans, quand j'étais jeune homme là-bas, c'était beaucoup plus petit. Et aujourd'hui, c'est une des grosses villes d'Israël. Bon, tu vas là-bas, tu as l'impression que tu es allé à Varsovie, quoi. C'est une ville, hein. C'est beaucoup plus important que Meacharim. Meacharim, c'est bon pour les touristes américains, quoi, ou les Japonais. Mais là, c'est une ville, quoi. C'est une ville avec des magasins, avec des trucs, des machins, les autobus et les rigoleurs. C'est une ville, ouais. Bon. Mais il y a énormément de guérim, de convertis qui vivent à Bnei Brak. Énormément. Plusieurs élèves guérim, c'est à Bnei Brak qu'ils vont vivre. C'est
parce que voilà, ça c'est un, mais aussi c'est parce que dans l'étude, c'est là où ils peuvent avoir la place. C'est dans l'étude. C'est vrai qu'il y a le folklore, mais le folklore, c'est pas ça qui est à l'origine de Bnei Brak. Bnei Brak, en vérité, je vous ai parlé du Chazon Ish, ça s'est construit autour du Chazon Ish. Le Chazon Ish, il avait sa petite baraque là. Il n'avait pas d'enfant avec sa femme, mais c'est autour de lui que ça s'est développé. Et c'est autour de l'étude. C'est là que. Et là, quelqu'un qui n'a pas de folklore, quelqu'un qui vient de Christian et Christiane, peuvent avoir leur place. Mais c'est un genre de désert. Moi, j'aime bien là-bas parce que c'est le foutoir. La spécialité locale là-bas, c'est les greffes des boueurs. Les greffes des boueurs, tu vois. Là. Ah oui, j'adore. T'étais déjà venu là-bas? Ah, t'as vécu là-bas? Je suis là-bas. Ah ouais, c'est vrai, Samuel. Imre Chaim là-bas. Exactement. Ah, c'est Vijnitz, Shikun Vijnitz. Moi, j'ai beaucoup à passer. Vraiment. Beaucoup à passer. Non, c'est bien, c'est très vivant. C'est très vivant. Ah, c'est spécial, hein? Mais c'est spécial, mais quelque part, c'est très vivant. Et un peu dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu désert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas de personnalité, c'est-à-dire on peut venir, voilà, l'identité c'est l'étude. Voilà. Celui qui veut venir étudier, celui qui va apprendre, l'identité, c'est l'étude. Non, évidemment, pas chez tout le monde, mais disons, grosso modo, on sent ça. On sent ça. Après, il y a plus d'un. Voilà, évidemment. Voilà. Mais on sent ça. Ouais. Ben voilà, c'est ça le sujet, tu vois. C'est ça le sujet. Ouais. On se branche avec le désert, avec la Torah qui est donnée dans le désert. Et c'est le foutoir, pour dire. Alors là, c'est la ville, foutoir organisé, quoi, ou désorganisé. Moshe, il t'a fait visiter, hein? On a un fils qui habite là-bas. Il connaît. Ils ont des références communes. Comment changer des euros? Ah, moi, je suis à l'aise. Non, quand il y a le foutoir, je suis à l'aise. Ah, là, je suis à l'aise. Le foutoir, je suis à l'aise. Bon, Lévi, il faut que tu fasses une petite cure. Ouais, il faudrait que j'aille visiter. Franchement, j'étais une fois il y a 10 ans, je suis passé là-bas, mais ouais. Je connais pas bien du tout. Je vais te donner le numéro de téléphone de mon fils Moshe. Tu vas te faire inviter pour un Shabbat là-bas. Voilà. Il y a mes petits-enfants, ils vont te chatouiller les orteils, tu vas voir. Bon, ce étant, on continue. On continue. Alors, on reprend la deuxième ligne. Mipneze nitna Torah bamidbar. Donc, je résume. Donc, là, j'irai là, ça a été, disons, un enseignement extraordinaire de Manitou. Que la Torah, dans le fond, a nourrit en pensée l'humanité, de manière égale, juif et non-juif. Ça, c'était, et il y a aujourd'hui sur Internet beaucoup de choses sur Manitou. Il y a un overblog qui s'appelle sur Manitou, et aussi un site qui s'appelle Tout Manitou. Bon, comme chaque personne, hein, c'est inégal. Il y a des choses extraordinaires, des choses qui le sont moins, mais il y a des choses extraordinaires. Voilà. Maintenant,
l'innovation extraordinaire de mon maître Rav Bol, ça c'est vraiment qui n'était pas inclus dans l'enseignement stricto sensu de Manitou, c'est que lui, Rav Bol, dans son étude de la Gemara, étude approfondie de la Gemara, il ressort cette vitalité universelle. Voilà. Mais dans la Gemara, pas dans la pensée, dans la manière occidentale d'aborder les choses, mais dans la manière strictement juive d'aborder le travail de la pensée qui est la Gemara. Ah, ça c'est, je dirais pas la seule innovation de Rav Abitbol, mais en tout cas, c'est une des innovations vraiment extraordinaires. Voilà. On m'y plaisait Nidna Torah Bamidbar Shumakom Efker, qui est un endroit qui appartient à personne. Shetia Torah Ashlamat Mina Enoshi Beklal, pour que la Torah soit la complétude de l'espèce humaine dans sa généralité. Ve'im kilo ayu aumot rotsim le kabel et la Torah, bien que les nations ne voulaient pas recevoir la Torah. Davarze ou metzada me kabel bilvad. Ça, c'est du fait c'est par rapport au récepteur. Mais Davarze me chayev a Torah min hashamaim ache ashlamat achat sichlit elamin bekla. Mais ce qui impose que la Torah est divine, de manière à ce que soit la complétude de pensée de l'espèce dans sa globalité. Donc là, je pense à une source, je crois que Rav Itamar Schwartz cite ça. Il cite cette phrase. Schwartz, noir. Voilà. Pourquoi tu as des juifs qui s'appellent Schwartz, il y en a qui s'appellent Weiss? Ouais, parce que l'Empire austro-hongrois, les juifs, ils s'appelaient Reuven Ben Yaakov, etc. Machin. Alors, c'était pas gérable par l'Empire austro-hongrois. Donc, il passait là devant l'administrateur, il envoie il était blond, Weiss. Un, il était brun, Schwartz. Et comme ça. Ah oui. Alors, Torah min hashamaim aya hashlama miyuchedet l'école praté au praté. Si la Torah ne venait pas du ciel, aya hashlama miyuchedet l'école praté au praté va kol fi hasechel shelo. Alors, la Torah serait la complétude de chaque particularisme. Et tout correspondrait à son intellect qui lui correspond. Tu as un intellect méditerranéen, tu as un intellect des steppes, etc. Ce qui correspond. Mais d'abord, c'est impossible. C'est là-dessus qu'ils ont institué la bénédiction sur la Torah, qui bracha rishona shekinu la sog batorah. Alors oui, comment c'est la bracha chez les Sfardim là, Chez nous, chez moi, chez nos Rabat, c'est le Divrei Torah. La première bracha. Sog Divrei Torah. La sog. Là, Benzotav, Tzivanu, al Divrei Torah. Il n'y a pas la sog. Vous n'avez pas la sog. D'accord. Ok. Alors, dans le Tatar, comment c'est? Oui. Une petite seconde. Birkat Torah. Vous? Voilà. Ah. Al Divrei Torah. Ok. Al Divrei Torah.
Voilà. Bon, moi, c'est la seconde livrée Torah ou al livrée Torah. Vachazot ikemo she'ar brachot hamitzvot shivrei al hamitzvot. וגם זה יושב בתורה מצוות עושה ומברך עליו, מפני כי אין די בברכה זו, כי השם יתברך הוא שמוציא שכל אדם אל הפעל, ודומה זה לשם מצווה שאדם עושה מעצמו, אבל התורה, השם יתברך הוא המוציא שכל האדם אל הפעל, ואין זה לאדם מעצמו. לכך יש לו לברך ברוך המלמד תורה לעמו ישראל. C'est lequel שהשם יתברך מוציא שכל האדם אל הפעל, מלמד תורה לעמו ישראל. Alors, première bénédiction, il dit, alors que ce soit la Sog Bélivré Torah ou bien la Sog Al Divré Torah, etc. Bon, en tout cas, ça c'est sur la mitzvah d'étude à Torah. Brachazo, Kemo Shar Brachot à mitzvot. Ces bracha correspond aux autres bénédictions des mitzvot. Chez Mevarer à la mitzvot. Que fait une bracha sur la mitzvah? Je vais faire une mitzvah, je fais une bracha. Celui qui s'investit dans l'étude de la Torah, il fait une mitzvah, fait la bracha, mais ça ne suffit pas dans cette bénédiction. C'est ça. Pourquoi y a-t-il trois bénédictions? Pourquoi y a-t-il trois bénédictions? Pourquoi? Car l'Éternel fait sortir l'intellect de l'homme à l'effectif. Ça ressemble aux autres mitzvahs. Je prends le loulav, je mets les téphilines. C'est comment dire, en tant que tel. אבל התורה, השם יתברך, הוא המוציא שכל האדם אל הפועל. את זה לאדם מעצמו. לכך ישנו לברר ברוך המלמד תורה לעמו ישראל. C'est pour ça qu'on doit faire un bracha. Il est baruch, celui qui enseigne la Torah à son peuple Israël. זה מפני, זה כנגד, שהשם יתברך מוציא שכל האדם אל הפועל. Parce que Dieu fait sortir l'intellect de l'homme à l'effectif. ומלמד תורה לעמו ישראל. Nous, les copains, là, on bosse. Qu'est-ce que ça veut dire, là, ce jargon jargonnant? Alors, oui, je te sens en méditation transcendantale. Non, c'est que je trouve fou de ce qu'on a vu avant, c'est que c'est quand même pas donné par tout le monde. Cette idée que la Torah est universelle, ça implique aussi l'unité profonde de l'espèce humaine, quoi. C'est pas... quelque part, si, c'est toute structurée sur exactement la même base, avec le même fonctionnement. C'est pas du tout une donnée admise, quoi. Je veux dire, on a beaucoup tendance à vouloir hiérarchiser à l'intérieur de l'espèce humaine, quoi. Il y a pendant longtemps, les blancs ils sont en haut, après ça un peu en dessous, il y a les noirs en dessous, etc. Parce que là, ça implique une profonde unité de structure de l'espèce humaine, quoi. Absolument. C'est pas rien, quoi. La pensée est universelle. Tout homme qui pense, il a une pensée universelle. Mais là où ça se complique, c'est qu'il y a une typicité qui s'installe. Il y a une typicité qui s'installe. Voilà. Le Congolais, il pense comme le mode malade, il a été pensé. Moi, ce qui se passe, c'est que c'est bien sûr que ça, c'est universel, mais voilà, chacun, il est dans son identité. Regardez, au niveau anecdotique, la petite vidéo là que Akadem a faite. Ouais. Non, peu importe. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Non, mais il n'y a pas de problème. On se voit, pas besoin de boire en numérique. On se voit à la salut, comment tu vas? Okay. Le nombre de goyim qu'il a vu et qui me commande le livre. Ah ouais, c'est vrai? Qui me commande le livre. C'est incroyable. C'est vrai?
Ça veut dire, évidemment, il y a des juifs, mais disons presque majoritaire, ceux qui me commandent le livre sur le site, à la suite de la vidéo, c'est des non-juifs. Ouais. Pas qu'ils en fassent pas quelques jours. Ouais. Mais ils sont assoiffés de Torah. Ils sont assoiffés. De Torah, enfin, un truc. Il y a un truc. Assoiffés à un truc. Il y a un truc. Ils sont assoiffés. Il y a un truc. Assoiffés. Presque majoritairement. Hein. Ceux qui m'ont commandé sur le site. Non, parce que c'est pas typé. Ouais, pas typé. Tous les gens juifs sont typés. C'est-à-dire que Le juif aussi. le Maroc est typé P16. Ouais. Excusez-moi, je viens de. Une minute, hein, je viens tout de suite. Quand j'ai débarqué, tu vois, j'ai toujours été toujours cette unité qui arrive à subsister, justement, malgré le fait qu'il y en ait qui étaient en Pologne, en Tunisie, au Yémen. Chacun avait ses petits minages, ok, mais il y a quand même une unité profonde. C'est incroyable. J'ai pas compris, j'ai pas très bien entendu. Vous pensez qu'ils transforment notre cerveau? Non, je disais le fait qu'au fil des siècles, il y avait les Juifs qui étaient en Pologne, au Yémen, au machin truc. Chacun a ses petits minages, mais il y a quand même une unité profonde qui a subsisté d'une manière incroyable. Quoi. Une particularité. Deux particularités. Je te disais Laura. Notre chauffage, c'est la Torah. Ouais, mais ça veut dire que les non-juifs ont compris que la Torah n'était pas exclusivement réservée aux judaïstes. Donc on en met le livre. Oh, c'est toujours à double tranchant. Oui. C'est pas quelle conséquence ça va avoir. Non, mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, le christianisme, il y a un truc, voilà, on se rattache à nos sources juives. On se relie, ça reste d'une manière mystérieuse le peuple élu, etc. Moi, j'en ai fréquenté des chrétiens comme ça. C'est pas trop ce qu'ils en font. C'est pas clair. C'est pas clair. Parce qu'au final, les Juifs, ils les connaissent pas, ils s'y intéressent pas. Et la Torah, ils savent pas. Donc, c'est pas clair. Tu as l'impression que c'est encore une manière de justifier la vérité de leur. De leur doctrine. Voilà. Ce qu'ils aiment, c'est le mystère. Ils aiment le mystère. Mais quand ils voient des juifs réels, ça les fait, ça les aime pas trop finalement, ça les dérange un peu. Parce que justement, ils réalisent que c'est des hommes un peu simples, pas forcément très surnaturels. Comment ça se fait que ces gens-là, ils ont une pensée aussi universelle. Alors qu'ils disent il y a rapidement de la pensée des hommes. c'est presque un peu de la curiosité. Qu'est-ce que c'est que c'est pouilleux? Non, c'est un mouvement plus profond que ça, parce que c'est suite à de la Seconde Guerre mondiale, ils se sont rendus compte qu'ils avaient quand même leur part de responsabilité dans ce qui s'était passé. Donc, ils se sont dit, ah zut, peut-être qu'on a été un peu. Donc, il y a c'est une manière de justifier encore avec ce nouveau. Il fallait bien donner corps à cette réalité de la Shoah, et donc se justifier. Bon, oui. Ils ont trouvé ce compromis-là, quoi. Je pense que plus on parle de la Shoah, et plus on fait de l'antisémitisme. C'est un peu de la même chose. Donc, les gens qui s'occupent de la Shoah, ils parlent de ça, ils sont extrêmement discret. Après, il faut voir la transmettre entre nous. Ils apprendront jamais rien. Non, mais tu dis pas ça par rapport à ce qui. Que la Shoah, c'est un événement pour les nations aussi. C'est pas pour les Juifs. On ne reprend peut-être pas la Shoah. Non, mais c'est pas seulement les Juifs qui s'intéressent. C'est quoi le débat? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ils en ont profité. Non, parce que Jérémy rebondissait sur ce que vous avez dit par rapport au fait qu'il y a des gars qui ont acheté le livre sur le site et tout. Je racontais que moi, j'ai fréquenté un peu parce que après la Shoah, bon, le christianisme, il a eu un petit mouvement de genre, bon, d'accord, en fait, la première alliance n'a pas été annulée. Dans Vatican II. Vatican II, et dans le christianisme, il y a un mouvement un peu, on s'intéresse au judaïsme, etc. et tout, mais de ceux que j'ai fréquentés,
c'est pas clair l'intention, quoi. C'est pas clair. Et quand ils sont confrontés à des vrais juifs, ils sont pas à l'aise. Ouais. C'est-à-dire, il y a un truc, on veut s'intéresser au judaïsme, mais le judaïsme vivant, ils n'ont pas envie de le connaître, quoi. Ils ont envie de s'intéresser à encore une idée qui se fonde du judaïsme. Et c'est autre chose que rejustifier leur doctrine un peu à nouveau, c'est pas clair. Ok, alors là, on rajoute 2 minutes, hein, c'est bon? On rajoute un peu la deuxième bénédiction. C'est extrêmement intéressant parce que, regardez, Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam, she'akelu shalom ben zivadav, ve'tzivanu al divrei Torah. Ok, ça, on va faire une mitzvah qui s'appelle étudier la Torah, c'est bon, bracha. Ça roule. ויבנה השם אלוקינו דברי תורתך בפינו בפי ויותמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמוע ברוך השם מלמד תורה לעמו ישראל. שכונדה. C'est quoi cette deuxième bénédiction? Je me pose la question, c'est une bonne question, franchement. Et alors, l'amiral de Prague nous dit, parce que c'est Dieu qui fait sortir notre intellect à l'effectif. Alors, bon, ça c'est ce qu'il dit. C'est du coréen, hein, du Nord, coréen du Nord, je précise. Alors, moi, ce que ça m'évoque, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il veut dire, ce qui m'évoque, c'est que la Torah, c'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Mais nous, justement, qui avons notre pensée limitée, la preuve, le Maharal le dit souvent, que l'outil de la pensée, finalement, c'est de la matière, c'est le cerveau, c'est de la matière. Donc la matière, c'est limité. Donc là, l'outil qui est l'humain, on a aussi notre particularisme. Donc, on est limité. Comment nous, on peut atteindre le sechel de la Torah? Ben, c'est Dieu. Shalom. Oh. Salut. C'est une matière. Oui, c'est juste. Oui, non, c'est pas. Justement, c'est. Non, d'accord, mais si tu veux, si Dieu n'intervient pas, c'est ce qu'on dit, que le même des Luchot, Benes Ayaomed, que tu as un même Sophie et tu as une rondelle. Comment la rondelle, puisque c'était percé de part en part, comment ça tenait? C'était miraculeux. Donc là, comment nous, la Torah, on peut intégrer la Torah, on peut comprendre la Torah. C'est une intervention divine. C'est Dieu, quelque part. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut méditer, parce que la Torah fait travailler l'intelligence humaine, mais à un moment, on bute. Quand on étudie, on bute. On sent qu'on est bloqué. Tous les jours. Oui, c'est une expérience quotidienne. On est bloqué. Et là, pour arriver à une intelligence effective, ben, il faut un dialogue avec Dieu. Dieu, on dit, allez, vas-y, bosse avec nous. D'ailleurs, c'est la première bénédiction qu'on dit dans le Shmoné Esrei. D'abord, les 3 premières bénédictions, on remercie Dieu, etc. Et ensuite, prenez la date. C'est-à-dire que la compréhension, c'est une intervention de Dieu. Et par la Torah, on ne peut pas s'en sortir de la Torah si Dieu n'intervient pas. Alors regardez, comme ça, c'est un nouveau thème, on s'arrête là-dessus. Mais la semaine prochaine, on reprend ce point parce que c'est un nouveau thème. Hein, qui rejoint peut-être le premier. C'est que justement, si toi tu restes dans la Torah, voilà, si vous voulez, je reprends, moi, ce que j'ai senti dans l'enseignement de Rav Abitbol, je le dis comme ça, c'est que quand on étudie, on essaie d'étudier jusqu'au bout du sujet. Souvent, tu vois, moi je parle ça sans acrimonie, sans aucune
polémique. Aujourd'hui, on est dans une génération du Daf Yomi. Ça veut dire, on lit, on traduit. Il y en a beaucoup, ils disent, voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est être autonome dans le Talmud pour pouvoir traduire. Voilà, c'est ça ce que je veux. C'est tout à fait légitime, évidemment. Il faut pouvoir traduire la Gemara. Sinon, tu es mal barré. Mais tu n'as encore pas touché l'étude. L'étude, c'est quand tu étudies un sujet, aller jusqu'au bout du sujet. Et là, quelque part, sortir de notre particularisme par la Torah qui parle, pas moi. Voilà, c'est un entretien avec Hachem. Et là, lorsqu'Akadosh Baruch Hu fait que l'étude elle arrive à aboutir, eh bien, là, c'est pas limité à moi, limité à toi. C'est autre chose. C'est la parole d'Hachem. Cette parole d'Hachem, elle est universelle. Elle n'est pas limitée, justement. Comme elle n'est pas limitée, un Auvergnat, un Breton, un Bourguignon peut trouver sa place. Voilà. Et on peut parler toutes les langues qu'on voudra. Cette langue-là, on l'a. Ouais. C'est la langue. Ouais. Tu peux parler chinois, tu peux. Ouais. Même si elle est dite en yiddish, en ladino ou en judéo-arabe. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, aussi, quand on étudie, là, c'est aussi, moi je pense, c'est aussi une des bénédictions du judaïsme français, c'est que sur la même table, on est des juifs dont nos parents viennent de contrées complètement différentes et ça ne change rien, ça dérange personne. On est aux arts comme ça. Ça dérange personne. Ok, c'est bon. Moi, je peux. Ouais. Bah, j'ai toujours. Ouais. Enfin, je peux un petit commentaire peut-être qui rajoute. Je ne sais pas si ça rejoint ce que vous dites ou pas. Je suis en train de me poser la question, mais moi, j'ai toujours compris cette bénédiction dans le sens où des fois, on cherche à comprendre quelque chose dans la Torah et les événements de la vie, on rencontre des éléments qui peuvent répondre à notre question, qui peuvent nous éclairer. Et c'est peut-être aussi je ne sais pas si ça rejoint exactement, mais ça veut dire on sent que c'est Hachem qui enseigne la Torah à son peuple de cette manière-là, peut-être. Sur la deuxième bénédiction, c'est une intervention qui n'est pas forcément intellectuelle, mais dans la vie, qui peut nous donner l'éclairage de la Torah. Mm-hmm. Oui, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Ok. C'est complémentaire. Oh, Shabbat, merci. Ouais. Ouais. Allez, salut. Antoine? Oui. Oui, mais